Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invitée de cette semaine est une femme qui a choisi un métier non conventionnel qu'elle exerce depuis plus de 25 ans. Vous voulez savoir si votre conjoint ou conjointe vous trompe? Elle le saura. Vous êtes assuré que votre employé vous vole du temps? Elle vous le confirmera. Peut-être sera-t-elle la nouvelle employée que vous avez vue sortir de je ne sais où pour vous surveiller. Vous avez tenté de frauder vos assurances? Si c'est le cas, elle vous coincera. En 2014, elle fut la première femme au Québec à diriger une entreprise en investigation offrant des services complets en enquête, privée, filature et infiltration. En tant que présidente de la gestion des enquêtes de l'entreprise qu'elle a fondée, mon invitée n'a rien à envier à l'illustre Colombo. Son expertise est reconnue tant auprès des instances juridiques que des entreprises privées. À la blague, je pourrais vous dire que ce que vous voulez savoir, elle peut le voir. C'est donc avec beaucoup de curiosité et de nombreuses questions que j'accueille Madame Karine Tremblay du groupe Enigma Filature. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour. Bonjour, Madame Potvin. Ça va bien, Madame Tremblay? Ça va très bien, merci. Deux noms du Lac-Saint-Jean, vous êtes originaire de cette belle région. Absolument, originaire du Saguenay, la famille est toujours là-bas. Oui. Je tiens à vous remercier de l'invitation, ça me fait extrêmement plaisir d'être ici avec vous cet après-midi. Ben oui, parce que j'ai plein de curiosité, puis je vous ai fait une belle présentation aussi. Merveilleux. Ça a de l'allure, extraordinaire. Hein? ça me ressemble beaucoup. Oui, hein, parce que c'est vrai, j'y suis allée avec l'humour, mais c'est effectivement ça, votre travail d'aller chercher des réponses pour des personnes qui ont beaucoup de questions, qui veulent aller vérifier les choses de la bonne façon. Parce que, comme je dis toujours à la blague, des fois, on aimerait ça savoir si notre employé nous vole ou si notre conjoint nous trompe avec la voisine, mais c'est certainement pas en mettant notre cousin avec des lunettes fumées puis une vieille perruque ni en lui disant ben stationne-toi là toute la nuit pour voir en filmant si ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est aussi de démystifier ça. Le domaine des enquêtes a énormément changé avec les derniers 15-20 années. Avec toutes les technologies aussi. La nouvelle lois. technologie, on travaille beaucoup plus à l'interne. Les lois ont changé avec la protection des données, l'informatique et autres, Internet. Le travail a complètement été révolutionné dans les années. Et on a encore tendance, dans le public, je pense, à penser qu'un détective privé est entre guillemets, un ancien agent de la Sûreté du Québec de 6 pieds avec la grande carrure, et ce n'est pas du tout le cas. En tout cas, quand on vous regarde, c'est pas le cas. Effectivement. Non, c'est ça, mais comment est venu justement cet intérêt pour l'investigation? Ça fait quand même 25 ans. Comment c'est arrivé dans votre vie? On remonte il y a métier. Plus de 25 ans où, à l'époque, moi, j'ai travaillé pour les banques. J'ai travaillé au niveau de Bell Canada et compagnie. Je travaille de bureau, finalement. Et j'ai toujours eu ce côté-là de travailler de 8 à 4, 9 à 5, qui ne me convenait pas du tout. J'étais un peu ce qu'on appelle un électron libre. J'ai toujours voulu avoir de l'action dans ma vie. Et j'avais à l'époque, moi, une émission que je regardais avidement qui s'appelait J.A., qui était animée par Mme Jocelyne Cazin, M. Gaétan Giroir, oui, que je trouvais extraordinaire, qui, eux, ont vraiment révolutionné le travail journaliste d'enquête, mais qui reste de l'enquête de rue, finalement. Jocelyne Cazin, qui était la première femme à l'époque à faire ce type de journaliste-là, qui m'a vraiment, elle, été mon leitmotiv, finalement, à vouloir, à trouver ma voie. Et suite à ça, j'ai frappé aux portes et j'ai une agence d'investigation extrêmement connue dans le Vieux-Montréal qui m'ont donné ma chance. À l'époque, on formait les enquêteurs directement. Dans les agences. Dans les agences, et on apprenait avec les plus vieux. Parce que maintenant, il y a des formations vraiment... Il y a des formations, parce que maintenant, la profession est gérée. À l'époque, elle ne l'était pas, mais maintenant, elle est vraiment gérée, supervisée, parce qu'on appelle le bureau de sécurité privée
qui est gouvernemental, c'est une bonne chose. Alors, on exige maintenant différents permis, ce qui enlève le côté un peu imposteur charlatan. Oui. C'est pas tout le monde qui peut faire... Tu peux pas faire ça la fin de semaine, là. Non, exactement. Puis la semaine est quand même infinie, dans la mettons. vie privée des gens. Alors, il faut vraiment que ça soit bien encadré. Mais à l'époque, on était réellement formés sur le tas. Et c'est comme ça que je suis, de fil en aiguille, devenue détective privée, finalement. Mais détective à l'interne et détective à l'externe. Oui, parce que Parce que c'est l'enquête ça. privée, Oui. il y a vraiment plusieurs types d'enquêtes. Et moi, on m'a formé à tous les types. C'était quoi vos premières enquêtes, vos premières adrénalines? Première adrénaline, c'est certain, je suis toute jeune et la première fois que j'ai fait une filature, finalement, j'ai assisté à un agent filature de longue date. Et on se devait, c'était un dossier de CNESST dont monsieur est en arrêt de travail pour une blessure X de limitation, alors il ne travaillait pas. Et la CNST pensait réellement que monsieur était en mesure de travailler. Alors, le mandat était vraiment de vérifier est-ce que monsieur est réellement en arrêt de travail, est-ce qu'il a réellement encore ses limitations, selon les doutes. Alors, on se devait de trouver une preuve soit d'un bord, soit de l'autre, finalement. Oui, c'est ça. Et cette personne-là, en fait, de ses temps libres, était un gestionnaire conciergerie d'un immeuble à logement. Oh. Donc, j'ai suivi, j'étais côté passager du véhicule avec l'agent filature en question, qui était un agent d'expérience, où là, pendant quelques jours, on a observé finalement les déplacements de cette personne-là, où vraiment le thrill embarque. Oui. Et, surtout quand vous saviez qu'il est en défaut, ça c'est une autre chose. Tu sais, quand il n'avait pas été en défaut, c'est une chose, mais ça doit être différent de dire hey, on l'a pogné, tu sais, on l'a attrapé. Là. En fait, on l'a vraiment attrapé. Et effectivement, monsieur est en défaut. Monsieur n'avait plus vraiment de problème dorsal, je dirais. Non, c'est ça. Donc, c'est toujours emballant de pouvoir livrer le mandat puis d'être dans l'action. Parce que vos clients sont de toutes sortes. Là. C'est le monsieur, madame, tout le monde. Justement, ça peut être un organisme comme justement les normes du travail ou comme d'autres. Ça ressemble à quoi, là, les clients d'une entreprise d'investigation? Oui. À l'époque, l'investigation était vraiment réservée à une classe à part. On en parlait très peu. À la limite, je pourrais dire que c'était des services qui étaient extrêmement dispendieux. Il n'y avait pas beaucoup d'agences. Mais avec les années, comme je disais tantôt, ça a beaucoup changé. On a beaucoup démystifié. Et je vous dirais que maintenant, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire madame qui est propriétaire d'un triplex, qui fait de la location d'immeubles locatifs résidence, tant le locatif commercial. Oui. Donc, on va aller à se faire une simple vérification de prélocation, voir le crédit, est-ce que la personne est solvable, est-ce que la personne est en mesure de payer le terme du logement ou du local commercial. Ensuite, ben, si cette personne-là ne respecte pas son bail pour X raison que ce soit, ben, le bail est considéré comme un contrat de service. Alors, le propriétaire va me contacter pour dire, ben, on a besoin de retrouver l'adresse. On veut aller chercher un jugement au civil. Madame X nous doit 5 000 $ pour son logement. Elle est partie avant la fin du bail. Donc, c'est là que pas d'adresse. Exactement. Vous allez donc mon mandat est de localiser l'adresse. Pourquoi? Parce que depuis quelques années maintenant, si on veut aller au TAL, qui est l'ancienne régie du logement, finalement, aux petites créances, quoi que ce soit, on est obligé maintenant... Le poursuivant est obligé d'avoir la nouvelle adresse de la personne pour qui est envoyer poursuivie. une mise en demeure avant. Exactement. Donc, on est contacté énormément en partant pour ça. Deuxièmement, la personne va obtenir son jugement.
On obtient un jugement de 5 000 $. Encore faut-il Que la personne... que le débiteur, maintenant on l'appelle un débiteur, soit en mesure d'être capable de payer, de rembourser le jugement. Ce qui va arriver, c'est que ça soit un dirigeant d'entreprise, monsieur, madame, tout le monde, pour une réclamation X, avant d'engendrer des coûts d'avocat, ben nous, on va faire un travail de ce qu'on appelle de solvabilité, de localisation d'actifs, pour être en mesure de dire oui, vous allez être capable d'avoir une saisie pour le jugement ou non. Cette personne-là est tellement endettée que finalement... Même si vous avez un jugement de 10 millions, il ne pourra pas le payer. Exactement. Et étant donné qu'on a quand même de 10 ans, on va dire à la personne, prenez votre jugement, mettez-le dans un petit tiroir. On va se reparler dans 1 an, 1 an et demi, on refera une vérification. Oui, on est rendu dans sa vie. Exactement. Alors, on va vraiment aller beaucoup dans le légal avec monsieur, madame, tout le monde, avec les firmes d'avocats au niveau civil, au niveau contrat de travail, au niveau propriétaire. C'est maintenant un travail qui est sans fin, c'est illimité. Parce que c'est reconnu aussi à la cour, votre travail. Là. Oui. C'est vraiment, quand c'est bien fait, parce que là, il y a des rapports, vous faites des rapports écrits, vous avez du visuel, j'imagine? Absolument, on a des rapports écrits. Si on a besoin, on a un mandat de filature, mais à ce moment-là, on a du visuel aussi qui est mis sur clé USB. Les rapports, mais si on est accrédité pour aller en cours, l'agence d'investigation a un numéro de licence, comme je disais tantôt, qui a été au préalable approuvé par le Bureau de la sécurité privée. Moi-même et tous les enquêteurs qui travaillent sont eux-mêmes licenciés finalement agents d'investigation. Donc, on répond aux normes. Nous avons un numéro de licence en bonne et due forme. Donc, si j'émets un rapport et que l'entreprise, le cabinet d'avocats ou une personne X doit aller en cours, le rapport est ce qu'on appelle mis en affidavit. Et je peux aussi, mes agents ou moi, se rendre en cours pour aller témoigner, c'est ça. Bien évidemment. Parce qu'on peut pas faire venir le beau-frère. Oui, bon, beau-frère, elle l'a vu, là, j'ai demandé à mon frère qui est partner avec moi, mon entreprise, il a passé la fin de semaine, puis il l'a vu voler des... Bon, c'est sûr que, tu sais, s'il y a des caméras, c'est une autre chose, mais ça nous amène à faire les choses convenablement si vraiment on a besoin de vos services. Oui. Puis si on est lésé qu'on soit une entreprise, qu'on soit un citoyen... donc, ça nous permet de prendre les bons moyens à ce moment-là. Quels sont tous les services qu'on retrouve dans une entreprise comme la vôtre? On fait de la localisation d'adresse, on va faire de la localisation de sources de revenus, encore une fois, pour une possible éventuelle saisie. On va faire une enquête de solvabilité, recherche d'actifs pour éventuellement une saisie, encore une fois. Ou un envoi de subpénat, donc on y va des fois avec les adresses résidences, ça fonctionne pas. On peut envoyer un subpénat directement à l'emploi de la personne en tant que telle. On va y aller en deuxième enquête dite externe. Et c'est là on parle de filature, d'infiltration. C'est quoi la différence entre une filature et une infiltration? Une filature, c'est prendre quelqu'un en filature. Donc, on va suivre les déplacements. On va suivre les déplacements, le quotidien. Encore une fois, pour le faire, on a le droit de la faire légalement, tout en ayant un mandat et une excellente raison. Il faut faire attention au niveau de la filature. On n'a pas le droit d'aller dans la vie privée des gens. Donc, on n'aurait pas le droit de filmer à l'intérieur de votre résidence. On n'a pas le droit d'aller filmer sur votre terrain non plus. Par contre, si on juge... Genre avec un drone, là, puis d'aller... Ça pourrait pas fonctionner. Alors, les drones sont maintenant interdits dans les villes parce que, justement, c'est une trop grosse possibilité d'aller... dans la vie c'est privée, réellement de l'intrusion dans la vie privée des gens. C'est pas parce qu'on est agent d'investigation qu'on a un mandat ouvert de dire on peut tout faire là-dedans, pas du tout. On a comme dans les films, rentrer avec une carte de crédit dans une maison. Pas du tout. On a des mandats qui sont quand même... on peut pas tout faire dans une filature, bien évidemment. C'est toujours dans le cadre
du respect du mandat, mais dans le cadre du respect de la vie privée aussi des gens qu'on va... Donc, vous devez évaluer quand quelqu'un vous appelle, là, j'aimerais ça, savoir telle chose, telle chose. Il faut voir si vous, ça s'inscrit dans vos règlements, dans ce que vous êtes en mesure, vous êtes capable de faire, parce que il y en a qui peuvent des fois vous faire des demandes, puis vous dites, non, regarde, moi, c'est pas dans le cadre de mon travail. Tout à fait. Si on travaille beaucoup en chambre-famille au niveau du droit. Donc, à ce moment-là, généralement, pourquoi? Pour quelle raison? Pour des gardes d'enfants. Partager, tout ça. Pension alimentaire. Pension alimentaire non... pas réglée, disons. On veut valider, encore une fois, on prend exemple X, ça peut être madame ou monsieur. Un ou l'autre peuvent être notre client. Bon, personne déclare ne pas travailler. Et la pension alimentaire ne se versera pas automatiquement. Donc, on va faire appel à nos services pour aller valider si monsieur ou madame travaille pour noir, c'est exactement. À ce moment-là, notre travail est requis. On va généralement transiger directement aussi avec l'avocat qui est au dossier. Dans des cas comme ça, on s'assure qu'il y a vraiment un avocat qui est en accord avec le travail qu'on va faire. Okay. De plus en plus. Pourquoi? Quand on rentre... Vous savez, on travaille beaucoup avec la misère, ce qu'on dit la misère humaine. Hein? C'est toujours des drames humains, le genre de dossier dans lequel, plus petit dossier soit-il, exemple de tantôt, la propriétaire qui ne reçoit pas le montant de la location de son logement, ben elle a une hypothèque à payer. Oui. Alors, ça va devenir un drame là, si le locataire ne paie plus. Puis ça va un peu plus haut de dire, on est en séparation, on a une garde, on a des enfants qui sont là-dedans, on n'a pas on a des dossiers de pension alimentaire réglés, des dossiers de divorce. On rentre beaucoup dans le personnel, puis dans les drames. Et personne n'est à l'abri de ça. Donc, il faut faire extrêmement attention. On s'improvise pas agent d'investigation. Et dans ce temps-là, on vérifie vraiment pour travailler de concert là, avec le domaine juridique. Pour être sûr que votre travail est utile puis est demandé là, par justement la cour, etc. Puis quand vous êtes en filature, là, on regarde naturellement comme dans les films d'action. Là, vous suivez carrément les gens, il y a des stratégies. Tu sais, ça peut être des heures là, à être à poireauter, comme on dit, sur un coin de rue, à pas se faire voir. Vous avez des trucs, vous n'allez pas tout me dévoiler vos trucs. Souvent, les gens, vous faites quoi dans la vie? Puis on leur dit que je suis détective privé. Là, on voit qu'il y a le beau, qu'il y a District 31 à la télévision, mais il y a le côté aussi, il y a les côtés face de ça. Donc, oui, qui dit filature, dit 10 heures à boire du café dans une voiture, à rien faire. Tu peux pas partir et dire, oh mon Dieu, il faut que j'aille aux toilettes ou... Non, c'est rempli d'impondérables. C'est un métier qui est rempli d'impondérables. Parce que le moment où tu quittes, ça peut être juste là que tu peux prendre la personne. Exactement. Donc, ça demande énormément de planification. Filature, on va avoir un plan A, un plan B, un plan C. Alors, on va travailler à un véhicule, à 2 véhicules, à 3 véhicules. C'est à l'infini. Mais c'est un peu comme une grosse boîte à surprise. Qu'on dit, on travaille beaucoup de concert avec le client. Plus on a d'informations, et mieux ça sera pour nous. Plus c'est facile. Mais c'est un peu comme une grosse boîte à surprise sur laquelle on oui, un jack in the box. Un jack in the box. On ne sait jamais vraiment la finalité, malheureusement. Et on n'est pas vraiment capable de donner de certitude. On souhaite toujours en avoir le réussir le mandat à 100%, mais c'est pas toujours... Oui, parce que le client peut payer 3-4 jours, une semaine de filature, 2 semaines de filature, puis à la fin de ça, il a tort, il s'est trompé, ou vous avez aucune information vraiment tangible ou importante à lui transmettre qui pourrait lui permettre d'avoir gain de cause aussi. Exactement. On a eu un gros contrat dernièrement, puis j'en parle parce que j'ai l'autorisation d'en parler. Okay. Parce que généralement, on est extrêmement pointilleux au niveau de la confidentialité. On a travaillé dans la dernière année et demie, c'est un mandat qui s'est échelonné sur pratiquement 1 an.
en fait, sur le vol d'employés étrangers du Guatemala, dans le domaine de l'agriculture, qui est maintenant pratiquement un omerta au Québec depuis à peu près 3 ans, où une entreprise employant des employés du Guatemala, c'est eux qui, via l'immigration, s'occupent des visas, de contacter les gens là-bas. Pour les faire venir ici, pour travailler en agriculture. Exactement. Et un coup, là, de ce qu'on voit depuis 2 ans, entre autres avec cette entreprise-là, parce qu'il y en a bon nombre d'autres au Québec qui subissent la même chose, c'est qu'après 2 semaines, 3 semaines, il y a une entreprise X dans le même domaine connexe qui vient voler les employés. Les employés. En leur donnant plus, en leur promettant plus. En leur promettant marée monde. C'est des gens, entre autres, nous, c'était des gens du Guatemala. Donc, ils arrivent ici en pensant que c'est le Klondike. Alors, ils vont se faire offrir mieux. Ils vont penser que ça va être mieux. Et là, on les voit déguerpir. Donc, on a enquêté là-dessus, nous, jusqu'à peu près une 50aine d'employés qu'on a dû, d'un, identifier, 2, localiser, et ensuite, trouver les employeurs. Fautifs, en fait. On a travaillé de concert avec l'immigration, de concert avec la GRC pendant plus d'1 an. Puis, y en a-tu là-dedans qui ne retournent pas dans leur pays, qui en profitent pour... Exactement. Parce ce qui arrive, c'est qu'ils sont sous contrat avec l'employeur. Donc, dès qu'ils quittent volontairement, ils sont considérés comme des travailleurs illégaux. Ben oui. Donc, parce que l'entente... en inégalité là, au Québec. Mais là, on parle de 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 employés comme ça, individus, qui sont un peu partout à travers le Québec, dont on ne sait pas où. De manière illégale. Complètement. Des sans-papiers de manière illégale qui étaient venus parce qu'habituellement, ils doivent retourner. Exactement. Ils doivent retourner habituellement après la saison. Souvent, ils doivent retourner dans leur pays. Puis ils reviennent d'année en année. Ils reviennent d'année en année. Il y en a et sous contrat, exactement. Alors, l'employeur qui obtient les documents est responsable de l'employé, de ces travailleurs-là. Donc, au bout du compte, finalement, l'employeur, lui, perd ses employés, perd des contrats de travail. Il y a un enjeu monétaire là-dedans qui est énorme. Puis une responsabilité aussi, parce que c'est leur nom qu'ils ont mis pour que l'étranger vienne. Puis l'étranger s'en va dans une autre entreprise. Puis, tu sais, derrière tout ça, on ne sait même pas si eux-mêmes n'ont pas payé pour se faire sortir de là, puis s'en venir ici sans papier. Exactement. Donc, des fois, ça se peut là, que ça soit que ces individus-là, ça soit comme une porte d'entrée de dire, fais-toi engager par tel, nous, on va donner tant de milliers de dollars, fais-toi engager par telle compagnie, ils vont donner un contrat, puis quand ça va faire une couple de semaines que tu vas être là, ben nous autres, on va venir te chercher, puis là, tu vas pouvoir te fondre dans la masse, puis te disparaître dans la brume en bon québécois. Exactement. Donc, pour revenir à votre question tantôt, c'est quoi la différence entre infiltration et filature? Dans ce dossier-là... Ça a pris les deux, là? Oui, parce qu'on sait que la mèche, elle est vendue par des employés à l'interne. Qu'est-ce qu'une infiltration? Alors, on va prendre un agent d'investigation qui va devenir, pour un moment X, un employé à l'interne, qui va faire le même travail pendant le nombre de journées requis, qui va se lier d'amitié avec les autres employés et à travers ça, on va poser des questions, on va faire un travail d'investigation dans le but de trouver qui est la personne contact entre l'employé qui fugue et l'entreprise X qui veut venir chercher ces gens-là. Donc, à ce moment-là, on me place ce qu'on a dit, un agent d'infiltration qui, lui, va me rapporter les informations qu'il va trouver. Suite à ça, nous, les informations, on va les vérifier. Alors, on vient d'apprendre qu'on a 4 employés qui sont partis, qui sont maintenant X, encore une fois, exemple à Montréal, sur telle rue, qui loge maintenant possiblement à telle adresse. Dans ce secteur-là ou à telle adresse.
Alors nous, on va employer des agents de filature, où là, on va passer des périodes de temps au quadrilatère où on pense que les employés seraient maintenant. À partir de là, on va mettre plusieurs heures de surveillance filature et on va être en mesure d'identifier le sujet X, Y, Z demeurant maintenant à telle adresse. Suite à ça, on va placer des voitures, on va placer des agents qui, eux, vont faire de la filature. Alors, quand les employés sortent du logement, là, on fait une filature, on va les suivre pour qu'eux nous amènent... Où est-ce qu'ils travaillent maintenant? Exactement. À l'employeur en question, illégal. Parce que l'employeur qui les engage, il sait très bien que ces gens-là sont déjà sous contrat avec un ancien employeur. Donc ça, je pense que c'est le meilleur exemple que je pouvais vous donner où vraiment on a eu du travail à l'enquête, à l'interne. On a eu du travail d'infiltration à l'interne. On a eu du travail de filature. Donc, on a vraiment touché à tous les types d'enquêtes où tout le monde est vraiment mis à contribution sur ça. Sur un an. Ça a été fait sur un an. Donc c'est des milliers de dollars qu'une entreprise a dû payer pour... Énormément. Les instances gouvernementales, présentement, ce qui est arrivé avec... on le voit, là, j'invente rien. Les instances gouvernementales, comme à peu près n'importe quelle entreprise, on est en manque présentement d'employés un peu partout. Donc, c'est sûr qu'il y a des dossiers gouvernementaux qui traînent, qui normalement, ça aurait été du ressort de l'immigration. Mais quand les dossiers à l'immigration ne bougent pas, ben là, on voit de plus en plus d'entreprises nous contacter pour finalement maintenant faire le travail à la place des instances gouvernementales qui auraient dû se charger de ça depuis... Ah, c'est ça, parce qu'à partir du moment où vous avez fait votre travail, ben là, le client a ça comme information. Oui. Puis là, c'est à lui de prendre les mesures nécessaires. Oui, nous, ce qu'on fait, ben on va documenter les rapports. On va documenter aussi des clés USB par vidéo, bien évidemment, parce qu'on a tout ça sur pellicule. On va donner ça aux clients qui, eux, généralement, vont contacter les instances nécessaires Oui, ou sinon, eux aussi peuvent décider de prendre action civile envers les dites entreprises qui, techniquement, n'avaient pas le droit d'engager. Vous disiez qu'auparavant, mais je pense que ça existe encore, justement, des anciens de la SQ, des enquêteurs qui deviennent enquêteurs privés. Oui. Il y en a encore, là, La vieille garde, comme on dit. Oui, quand j'ai commencé dans le domaine, effectivement, généralement, là, dans l'ordre de 90% du temps, c'était des employés, ils font leur pré-retraite, puis leur retraite, des anciens policiers ou des anciens gars de la GRC qui devenaient une deuxième carrière. Puis là, vous dites gars parce que faut se le dire, c'est un monde d'hommes. Absolument. Même encore, je dirais un peu moins 2023, mais il y a encore beaucoup de préjugés à ce niveau-là. De dire... Comment ça se passe il y a 25 ans, quand on arrive, puis on dit, ben moi, j'arrive là-dedans. Là, vous disiez, j'étais comme à côté de quelqu'un qui faisait justement filature. Ça devait être un homme, j'imagine, ou... Oui. Quand vous avez commencé? Quand j'ai commencé, j'ai été formé par une femme enquêtrice extraordinaire qui aujourd'hui est retraitée depuis plusieurs années. Mais au niveau de la gestion des firmes d'investigation, c'était géré par des hommes. Puis généralement, là, à 80%, surtout au niveau de la filature, c'était vraiment un monde d'hommes. Alors, on arrive, on fait notre place, tranquillement, pas vite, on est formé, puis... Parce que vous sentiez que c'était vraiment un monde d'hommes, puis les hommes voulaient que ça reste un monde d'hommes, mais ils acceptaient quelques femmes parce qu'il y en avait de besoin dans certaines filatures. Absolument. On a toujours eu besoin des femmes en filature. C'est comme ça aujourd'hui, c'était comme ça à l'époque. Mais au niveau de la gestion,
des agences d'investigation. C'était les hommes qui menaient. C'était les hommes qui menaient. Alors, on arrive en 2014 où, après avoir roulé ma bosse dans différentes entreprises, j'ai décidé, moi, de fonder Tremblay Investigation. Et en 2014, j'étais la seule femme au Québec qui avait... Il y avait d'autres femmes qui avaient des agences d'investigation, mais il n'y avait pas du tout le côté enquête à l'externe. Okay. Infiltration, filature, c'était plus de l'enquête à l'interne, comme... cherche l'adresse de quelqu'un, exactement, au niveau des papiers, exactement. au niveau de tous les outils, les outils que vous avez pour aller dénicher quelqu'un, trouver l'adresse de quelqu'un sans nécessairement vous déplacer. Oui, exactement. Donc, j'ai vraiment été une pionnière à ce niveau-là. Et c'est agréable de constater parce que comment le client va percevoir? Ils prennent un premier contact avec nous, puis j'avais un peu fait le pari disant un homme, premièrement, ne gère pas comme une femme. Non, c'est ça. C'est comme ça. Ouais. Et on gère le dossier différemment. On est, nous, les femmes, on est maternelles. C'est comme ça. On est dans les émotions aussi. Depuis que le monde est monde. Alors, on gère effectivement le dossier complètement différemment d'un homme. Et j'avais fait le pari que c'est là qu'on est rendu maintenant. Et à chaque mandat qui a été signé, la réception a toujours été bonne. Et c'est un peu maintenant rendu notre force de dire, les clients souvent nous mentionnent, finalement, Mme Tremblay, j'ai signé avec vous parce que vous êtes une femme. Où on va... Il y avait un côté plus, pas humain, mais il y a un côté plus maternel, qui est plus humain, plus émotif exactement, que cartésien, que dire je fais un job, puis ça s'arrête là. On prend la peine de... Là, je parle en haut, en fait, parce que maintenant, il y a Denitza Dimitrova qui est avec moi pour la deuxième entreprise, parce qu'on en a parti une société au 1er janvier qui s'appelle Groupe Enigma Filature. Donc, jeune femme extraordinaire que j'ai formée il y a 7 ans et qui est extrêmement compétente et qui avait un peu la même vision que moi là-dedans de dire, donc, on va prendre le temps de parler avec le client plusieurs fois par jour. Chose qui se faisait pas à l'époque. Quand on investit une bonne somme d'argent, quand on décide de confier un mandat dans une agence d'investigation, il y a des émotions qui sont rattachées à ça. Et il y a des signes de dollars qui sont rattachés à ça. C'est important de prendre le mandat, de faire des suivis serrés, de parler avec les gens. Il y a un gros travail de psychologie qui se fait à l'intérieur du travail qu'on fait, de les écouter dans leur réalité de vie qui est tout sauf drôle. Et ça, au niveau de l'investigation dite de l'époque, ça se faisait pas vraiment. Il y a moins d'écoute, il y a moins... La psychologie est moins là. On a un travail à faire, exactement, on l'a fait, on vous amène le résultat, puis gérez vos émotions. Et on s'est aperçu qu'au fil des années, que la tendance, elle a changé. Les clients veulent être écoutés, ils veulent être rassurés, ils veulent pouvoir même avoir conseiller, du temps, à la limite. conseiller, ils veulent être en temps réel. Alors, c'est le mandat, nous, qu'on s'est donné, puis que moi, je me suis donné avec Tremblay Investigation depuis 2014, et qui finalement est la bonne recette. Et c'est un concept pour moi qui est primordial. C'est votre signature. C'est ma signature. Et souvent, on me demande, oui, mais si l'entreprise devient trop grosse, la philosophie de l'entreprise va rester la même. Petite, moyenne ou grosse. Donc, les gens qui sont appelés à travailler avec Tremblay Investigation ou avec Groupe Enigma Filature doivent avoir ce culte d'entreprise-là, de dire on est là pour nos clients, c'est un drame ce qu'ils vivent, et on est là pour eux, et on prend le temps de comprendre leur réalité. Vous mettez à leur place. Absolument, absolument. Donc, c'est la différence de ce qui se fait aujourd'hui. Là, on commence à avoir plus de femmes qui rentrent dans le domaine,
qui dirigent des entreprises d'investigation. Puis avez-vous senti quand même un genre de pas de pression, mais de refus là, de la gente masculine de dire hey, voyons non, elle... Vous avez dérangé. J'ai dérangé, je dérange encore et je trouve ça agréable. Je trouve ça agréable, ça me challenge. Le marché de l'investigation, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Ah non, OK. On a des gros joueurs, je nommerai pas les noms ici. Je pense qu'il y a quand même assez... il y a un grand respect. Je respecte énormément mes consoeurs, mes confrères dans le domaine de l'investigation. Oui, Tremblay Investigation est arrivée, Karine Tremblay est arrivée, petite bonne femme de 5 pieds 2. Avec du caractère. Avec du caractère, on va la laisser aller, mais c'est certain que quand on va chercher des mandats, quand on reprend des mandats de certaines grosses firmes, là, je dérange un peu plus et on est porté à regarder, mais finalement, qui est cette personne-là? Et qu'est-ce qu'ils font pour venir chercher... Ils vous ont investigué. Bien, probablement, mais il y a de la place pour tout le monde, ben oui, mais je pense que la façon de faire était due pour du changement et c'est pour le mieux. Oui, puis il en faut pour tous les goûts aussi. Là. Oui, il en faut pour tous les goûts, des entreprises avec des visions différentes, avec des signatures différentes. Donc, vos clients, c'est plus des institutions, côté pourcentage versus du personnel, des monsieur, madame, tout le monde, c'est-tu pas mal 50-50? C'est plus... Je dirais au niveau, je travaille beaucoup avec le juridique. Et entreprise, ça représente 75%. OK. Et 25% de monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est ce qui est le fun, c'est de faire découvrir justement monsieur, madame, tout le monde. Puis je suis heureuse d'être ici après-midi, justement, pour être capable de le dire. Il y a quelques années, ça n'était pas... C'était pas accessible. C'était pas accessible. Aujourd'hui, maintenant, ça l'est beaucoup plus. On fait des mandats pro bono. Donc, on travaille même de concert beaucoup pour avec l'aide juridique. Ils se sont adaptés à ça aussi. Au niveau de l'aide juridique, il y a 10 ans, jamais on aurait pu... travailler de concert avec eux. Maintenant, nous, on a accepté de l'aide juridique, se sont aperçus qu'il y avait besoin de l'aide d'un investigateur. Et nous, on s'est adapté aussi à ça. Donc, on va travailler des mandats de l'aide juridique. On va les travailler en pro bono pour justement être capable de faire bénéficier finalement nos services à des gens moins bien nantis. Ben oui, parce que quand tu es en l'aide juridique, tu peux pas te payer un investigateur privé. Exactement. Puis c'est ça, puis des fois, c'est la recherche de jeunes, des fois, c'est dépendamment des familles. Là. Est-ce que vous faites aussi des recherches, mettons, de gens disparus? De gens disparus. C'est à l'infini ce qu'on fait. De gens disparus, oui, exactement, on en fait. On travaille beaucoup. Les médias sociaux sont tellement rendus présents dans les dernières années. Donc ça c'est un outil intéressant pour vous autres. C'est un outil extraordinaire, effectivement. C'est un outil extraordinaire. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de retenue sur les réseaux sociaux. Oui, on découvre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. C'est sûr que l'avènement des réseaux sociaux est devenu un outil de travail. Pas trop cher non plus. Exactement. On passe plusieurs heures par semaine à fouiller les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de recherches au niveau de l'investigation. Mais les réseaux sociaux ont amené aussi une problématique. On a toujours l'inverse du côté de la médaille. Mm-hmm. Alors, au niveau, on travaille beaucoup avec la problématique des réseaux sociaux, tant au niveau de nos jeunes, les familles, pères de famille vont beaucoup nous appeler au niveau du harcèlement, au niveau de tout ça. Tout ce qui concerne la famille versus les médias sociaux. Donc, des jeunes qui subissent du harcèlement ou qui ne savent pas trop ce que leurs jeunes font, puis avec qui ils se tiennent, tout ça, vous pouvez aussi investiguer là-dessus. Donc, ça répond à monsieur, madame, tout le monde. Là, tu sais, ton ado, naturellement, tu n'es pas ami Facebook avec lui, tu ne te suis pas sur Instagram, des supposés amis, tu penses que c'est des mauvais amis, donc ils peuvent faire appel à vos services. Absolument.
pour dire, ben regarde, nous autres, on va... Absolument. Aussi, des harcèlements, on voit beaucoup là, avec la pandémie, là, les 3 dernières années. Ça a amené énormément d'agressivité entre, je vais vous donner un exemple, là, entre les vax et les non-vax. Oui. Et les Québécois sont venus à un seuil d'agressivité quand même assez élevé où on a vu beaucoup de diffamation sur les réseaux sociaux. Donc, de dire, ben, sujet X, et là, on y va à coup de diffamation en vidéo live. Donc, il y a énormément de plaintes au civil à ce niveau-là, où nous, on est demandé d'enquêter là-dedans, justement, pour pouvoir faire rectifier les choses. Ça, c'est un énorme fléau à lequel on est confronté là, plusieurs fois par mois là, à ce niveau-là. Puis l'investigation aussi, ben, d'année en année, va aller, vous savez, la planète ne va pas bien. Et plus ça va mal, plus nous, on a des dossiers sur notre bureau. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, on a remarqué qu'avec la pandémie, bien évidemment, on a vu aller dans les 3 dernières années, on s'est dit ça va être épouvantable, parce que quand la société va avoir repris un cours normal des choses de la vie, ben nous, le téléphone va se mettre bien évidemment à sonner. Donc, c'est exactement ça. La pandémie, côté social, business, à tous les niveaux, amène présentement dans le domaine de l'investigation au Québec du travail pour les 10 prochaines années concernant les 3 dernières. Puis à quel niveau? Tous les niveaux, social, juridique, civil, pénal. On est rentré dans des surchauffes immobilières. Alors, on a des gens qui ont acheté des maisons à des prix épouvantables. Ben oui, avec la surenchère. Présentement, on est rentré dans une inflation. On est rentré dans des hauts taux d'intérêt. Donc, on a Monsieur X qui a vendu sa maison, exemple, 750 000 $. Bien évidemment, on s'aperçoit au bout d'un an qu'il y a une reprise. Monsieur n'est plus capable de faire les paiements hypothécaires. Alors, on va avoir le prêteur hypothécaire qui va nous contacter. Ce qu'on voit aussi énormément présentement, c'est que les maisons se sont vendues beaucoup sans vérification dite légale. Alors, on a ce qu'on appelle des vices cachés. Des dols? Des vices cachés, oui. On en voit comme j'en ai pas vu dans les 20 dernières années. Alors, on reçoit un téléphone, encore une fois, de dire, ben, j'ai acheté cette résidence-là il y a 2 ans, sans vérification légale. Maintenant, on a 90 000 $ de modifications à faire, exemple, pour un solage. Puis ça, il y a quelque chose à faire malgré tout, même si c'était sans garantie légale. Absolument, on peut poursuivre. C'est le service caché ou... Et ça, on en a, c'est incroyable. Là. Je vous dirais que ça a triplé les demandes dans les 2 dernières années. Donc oui, la pandémie a changé plusieurs facteurs sociaux, monétaires, et ça, veut pas, ça a des retombées, directes. Puis en avez-vous, on voit toujours la fameuse histoire de l'épouse trompée ou du mari trompé, en avez-vous ça aussi? On en a. On en a, je vous dirais c'est pas le gros de la job, mais... C'est pas le gros du travail. C'est spécial parce que c'est certain qu'aujourd'hui, avec les smartphones, les cellulaires, les téléphones intelligents, aujourd'hui, on est capable, la géolocalisation, on est capable, monsieur, madame, tout le monde, de dire, ben moi, si je pense que mon conjoint me trompe, de faire ça au mail dans la maison. Ouais. On suggère, mais pas du tout de la faire, mais ça se fait maintenant, chose qui ne se serait pas fait il y a 20 ans. Non, c'est ça. C'est un 10%, je vous dirais, de notre chiffre d'affaires. Il y en aura toujours. Oui. Il y en a qui vont pas se plaindre, vont dire, bon, c'est plus en aller au plus sacré. Exactement. Souvent, généralement, on va avoir ce genre de mandat-là, souvent dans des divorces, des causes de divorce.
dites dans plusieurs... avec dans des les aspects, 6 avec des SHF, enjeux financiers. où les enjeux financiers sont très élevés, où on sait que, généralement, une cause d'infidélité va changer de signe de dollar au bout du compte quand ça va être le temps de négocier ça avec les avocats. Donc là, c'est là que vous allez plus rentrer en jeu. Oui, généralement, on va transiger à ce moment-là avec l'avocat, le juriste qui est au dossier. C'est complètement différent. Mais on aura toujours aussi monsieur, madame, qui, sous le coup de l'émotion, pensent généralement qu'ils se font tromper. Donc, on en a de ce genre de dossiers-là. C'est des dossiers qui sont très pointilleux, qu'on ne prend pas à légère. On prend le temps avant de prendre le mandat, on prend le temps de parler beaucoup avec ces gens-là, de les écouter. La motivation, d'aller voir la motivation derrière ça. Oui, parce que il y a une grosse part d'émotions qui leur font prendre des actions. Donc, on va essayer vraiment là, de désamorcer avec eux et d'aller voir vraiment le pourquoi et qu'est-ce que ça va amener de plus à ces gens-là de leur fournir les preuves. Il y a 25 ans, la donne, elle était... En fait, la donne d'il y a 25 ans versus aujourd'hui en 2023, elle n'a pas changé. Quand moi j'ai commencé dans le métier, une des premières choses qu'on m'avait dit et qui s'est avéré vrai, qui est encore comme ça, si une femme prend contact avec nous pour un cas d'infidélité et qu'elle veut qu'on lui amène les preuves que son conjoint est infidèle, dans l'ordre de 99% du temps, on va apporter les preuves, mais il va n'y avoir aucune modification de l'état de madame. Généralement, donc, ce que je suis en train de vous dire... Elle va rester avec pareil. C'est qu'il ne les laisse pas. OK. Fait que Ça, même c'est un si fait que donc la femme qui se fait confirmer que son mari la trompe, elle va quand même rester avec l'homme. Oui. Ce qu'on en a compris il y a 25 ans et qui est encore comme ça, quand on est rendu à émettre un gros chèque pour avoir des preuves, les dites preuves, ça fait déjà très longtemps qu'elles les ont. L'homme, lui, va gérer ça d'une toute autre façon. D'un côté qui est très émotif, complètement différent. C'est difficile de calculer comment monsieur va réagir face à ça. Puis je vous parle de ça parce que là, on arrive maintenant, présentement, depuis quelques années, on a une problématique sociale, on a énormément de cas d'agression. Tant physique, sexuel que des drames familiales où on voit qu'il y a beaucoup de meurtres à l'intérieur de la famille, de drames épouvantables. Les féminicides. Féminicides qui n'étaient pas là il y a 25 ans. Il y en a toujours eu, mais pas comme on a présentement. Pas autant que maintenant. Exactement. Où là, on est dans... Je parlais tantôt un peu des médias sociaux. Les médias sociaux ont amené à beaucoup à être capables de déclarer ça. C'est extraordinaire, une plus grande ouverture. Donc, ces gens-là, quand ils nous appellent, on va tenter vraiment de parler avec eux. On en a eu des cas où on a dû réellement faire de l'écoute et de les diriger ensuite, vers les ressources. Des ressources spécialistes comme des psychologues ou des lignes d'aide, à savoir est-ce que je dois m'interroger sur votre sécurité propre à vous? Est-ce que moi, je dois vous mettre en lien avec des instances qui sont prêtes à vous aider en urgence? Donc ça, on travaille beaucoup à ce niveau-là. Je suis agent d'investigation, je suis pas psychologue, je suis pas policière, je suis pas psychiatre, je suis pas avocate. Alors, on va les mettre vraiment en lien avec les personnes ressources. Tout dépendant. Fait qu'il y a des choses qui sont restées pareilles, mais il y a des choses qui ont complètement changé.
puis qui ont évolué Oui. à ce moment-là. Oui. Même pour les plus jeunes, là, maintenant, avec les médias sociaux, avec l'accessibilité, là, c'est moins... ils sont exposés à plein de choses auxquelles nous, on n'était pas exposés quand on était jeunes. Quand on était ado. On arrivait à la maison, la porte se fermait, parlait au téléphone des heures, puis ça s'arrêtait là. Dans vos enquêtes, vos filatures, vos infiltrations, il y a eu des moments où ça a été un peu loufoque, où vous êtes-vous déjà fait prendre? Avez-vous déjà eu une situation où la personne s'est vraiment fait prendre, puis écoute, moi je sais que tu me suis, là. J'ai fait une filature, ça remonte à peu près 2 ans. On devait, encore une fois, on était dans un cas d'employé, en fait, en arrêt de travail, CNSST. Et c'est l'employeur, finalement, qui nous engage. Et on avait mis plusieurs journées de filature là-dessus. Et il n'y avait rien de concluant. On n'était pas capable de prendre la personne en défaut. Elle était wise. Elle était un petit peu plus wise que d'autres. Fait qu'on a mis 4 jours, 5 jours, et là, l'employeur disait une journée supplémentaire, et on a fini le contrat. Et moi, je suis partie en voyage une semaine en vacances, et quand je suis revenu, le lundi matin, on m'apprend que là, la filature reprend, toujours sur le même dossier. Puis l'employeur commence à être un peu exaspéré. Alors, mes agents me disent le lundi matin, ben, on peut pas aller faire le contrat. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de problème. C'était pas à case horaire. Alors, je vais aller faire la filature moi-même. Donc, je pars à l'extérieur de la ville, très tôt le matin, et c'était une journée où il neigeait beaucoup. Donc, j'étais très bien positionné, en fait. Il est 5 heures du matin, je suis positionné dans une rue latérale, sur coin. Tout est parfait. Et à un certain moment donné, je vois un homme se diriger avec une caméra à la main. Et là, il part à courir et il embarque sur mon hood de véhicule. Et là, il me filme. Il crie après moi, et là, il donne des coups de pied sur le haut du véhicule. Et là, je dis, my God, qu'est-ce qui se passe? C'est mon bonhomme, c'est le gars que je suis en train de faire la filature dessus, qui, lui, venait finalement, il savait très bien qui j'étais. Et ce n'était pas normal qu'il sache, mais ça aurait pu être extrêmement dangereux. Ben oui. Parce que le gars, c'est un gars d'à peu près une 30aine d'années, qui est comme... fâché, en colère, et là, il est directement debout sur le haut du char devant ma vitre. Alors, j'ose pas sortir, il va-tu rentrer? J'ose pas partir s'il est blessé. Oui, puis là, je peux pas mettre la voiture en reculant parce qu'il risque de tomber. Bref, finalement, il a débarqué, on s'est engueulé, et là, j'ai mis la voiture en marche arrière, et U-turn, et je suis parti de là. Ce qui est cocasse, en fait, dans cette histoire-là, c'est que moi, j'ai contacté le dit employeur qui m'annonce que la veille, et comme je disais tantôt, il était exaspéré de constater qu'on n'arrivait à rien. Alors, il a appelé son employé. Il lui a dit... je veux juste te dire que je t'ai mis sur filature. Et que tu es encore sur filature. Et que tu vas finir par trouver le temps long. Parce qu'il y aura toujours un agent de filature qui va te suivre. Et ça, on nous ne l'a pas dit. À ne pas faire, hein? À ne pas faire. Honnêtement, c'est une première et je pense pas revivre ça dans ma vie. Généralement, on va suggérer à l'employeur d'avertir Ben non. le dit employé, mais monsieur était un peu en réaction. Parce qu'en plus, lui, il s'est pas fait pogner dans tout ça, finalement. Il s'est pas... Ben, la filature, ça s'arrêtait là. Ça, moi, j'ai rentré au bureau et là, j'ai dit, ben là, on est cuit. On est brûlé. On est brûlé,
maison puis peut rien faire, quand même qu'un autre agent irait. On aura toujours l'employé qui, lui, va sortir de la maison et va tout vérifier. C'est chose à ne pas faire. Donc ça, c'est un moment quand même assez mémorable, mais qui aurait pu finalement... Qui peut virer au drame aussi, là. Absolument. Absolument. Vraiment virer au drame. La nature humaine étant ce qu'elle est, oui. Je calcule que ça s'est très bien... déroulé malgré tout. Déroulé, effectivement, mis à part quelques POC. Puis avez-vous d'autres événements un petit peu plus, je vous dirais, drôles, humoristiques ou crunchy, là, des filatures ou des suivis, des investigations qui sortent de l'ordinaire, mettons, comme là, justement, ça, c'est commun un peu, là, l'employé qui va tout ça, mais, je sais pas, moi, y a-tu des filatures, je disais, mon Dieu, j'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Je vous dirais que même après 25 ans, il y a des mandats, des fois, qu'on se dit, ça, je m'attendais pas à vivre ça un jour, puis on le vit. Oui, il y a des moments quand on fait de l'infiltration à l'intérieur d'entreprises. Oui, ça, c'est une couche de plus, là, quand tu lis d'amitié avec les gens, que, tu sais, vous seriez bonne à Big Brother, vous? Pas certaine de ça. Pas certaine de ça, oui. Il y a toujours... Chaque mandat est toujours spécial. Il y a tellement de planification. Faut être en mesure de gérer un stress, de réfléchir, en fait, à 3 choses en même temps. C'est action-réaction. Parce que surtout l'infiltration, vous êtes là pendant quelques semaines, quelques mois, puis après ça, une fois que c'est réglé, puis que l'autre est pogné, là, excusez l'expression, vous êtes plus là, vous êtes plus sur, tu sais, vous êtes plus là, fait qu'ils disent, hey, c'était, tu sais, ils réalisent que c'est vous, là, où ils ont des doutes, en tout cas. Oui, effectivement. C'est sûr que maintenant, depuis que je suis à la tête des 2 entreprises, maintenant, je suis beaucoup plus au bureau. Oui, c'est ça. Vous avez des agents qui le font pour vous. C'est les agents qui le font. Mais c'est un peu la même chose pour eux aussi, là, dans le sens que... Exactement. Tu sais, ils se disent, le gars qui est venu, tu sais, qui était employé, qu'on se demandait d'où il sortait, puis il était là 6 semaines, puis là... Qu'est-ce qui s'est passé avec ce gars-là? Je vous dirais que c'est arrivé peut-être à quelques occasions. Il y a quelques années, quand j'ai pris mon véhicule, les pneus avaient été crevés. J'ai une dame qui est venue me menacer, je vous dirais quand même assez récemment. Là. On parle d'à peu près il y a 1 an et demi, directement à mon bureau, avec des menaces de mort. Quelqu'un qui est entré dans mes médias sociaux, quelqu'un qui est venu devant chez moi. Donc, ce qui arrive, c'est quand l'agence d'investigation, la loi est quand même, on trouve que c'est mal fait à ce niveau-là. C'est certain que quand on s'en va témoigner en cours, ben là, notre identité apparaît, bien évidemment, puis... vous devez dire votre adresse, mais il faut demander, c'est ça, à moins de demander au greffier de le mettre par écrit. Mais... Alors, étant donné que nous, on a quand même des bureaux... à un lieu d'affaires, c'est ce qui est arrivé, c'est que la personne est réellement venue me menacer, me filmer, me menacer. Ça a fini avec une mise en demeure, puis il a fallu alerter les autorités, finalement, de dire, oui. Fait que c'est quand même, il y a un côté... c'est ça, il y a un côté adrénaline, il y a un côté aussi épeurant là, de ce que vous faites, parce que justement, vous êtes peut-être même plus exposé qu'un policier, par exemple, parce qu'un policier va donner... Absolument, puis le policier sera toujours protégé, puis il est en mesure de faire une arrestation. Ouais. Moi, pas du tout. Je suis au privé, alors oui, on est beaucoup plus exposé, on est beaucoup plus à risque. C'est certain que c'est un métier... Il ne faut pas porter d'armes non plus, il n'y a pas de... Non. Donc oui, ça peut porter... certains mandats peuvent être dits à risque. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'avoir eu justement un mandat puis que c'était des gens que vous connaissiez par la bande? Oui, c'est déjà arrivé à ce moment-là, bien évidemment. Les mandats, on les refuse. C'est une question d'éthique.
je suis un peu confrontée, en fait, comme un avocat. Là. On est conflit soumis d'intérêts. à un conflit d'intérêts. Et alors, à ce moment-là, on refuse complètement le mandat, bien évidemment. Mais c'est ça, ça peut arriver. Ça par la bande, pas quelqu'un nécessairement très près. De très près, mais par la bande qu'on... Oh mon Dieu, je la connais. Elle, non, je peux pas. Non. Oui, j'ai un cours de yoga avec, ou je sais pas, ou c'est ma grande chum, ou à tel... donc, non, ça peut... Qu'est-ce que vous souhaitez dans les prochaines années? Parce que ça fait 25 ans que vous faites ça. Pour vous, là, qu'est-ce que vous voyez pour vous dans les prochaines années? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est tant que la profession va continuer. Je suis une femme de passion. Je suis une passionnée dans la vie. Alors, tant que ça va continuer de me passionner, parce qu'en fait, c'est jamais pareil. Hein. On a toujours... oui, ça change. C'est ça qui est intéressant de votre travail. Il n'y a pas une journée au sein de Tremblay Investigation, au groupe Enigma Filature, qui se ressemble. Donc, tant que je vais avoir cet amour-là, cette passion-là, je vais continuer de rester dans le domaine, puis de faire prospérer les entreprises. Le but, c'est de démontrer, d'aller chercher, de donner un maximum d'informations à la société, de dire, écoutez, démystifions. Oui. Voici ce qu'on est capable de faire pour vous et avec vous. Et de ne pas avoir peur de nous contacter, même pour une prise d'information. On va prendre le temps. Je vais prendre le temps de parler avec vous, d'écouter et de regarder. Si c'est pas moi qui peux vous aider, ça va être quelqu'un d'autre. Puis si la filature ou l'investigation peut vous porter fruit, là, peut vous aider dans votre démarche ou dans vos inquiétudes. Puis, oui, il y a des cours attachés à ça, mais je veux dire, c'est comme n'importe quel autre professionnel qu'on va engager aussi. Oui. Là, maintenant, c'est accessible à monsieur, madame, tout le monde, puis ça peut venir régler des fois des choses ou venir confirmer des choses, puis c'est la bonne façon de faire quand on a des doutes aussi. C'est de continuer de faire une différence dans la vie des gens. Et ça, moi, j'ai une petite bonne femme pour laquelle, il y a quelques années, j'ai fait un mandat. Et cette jeune fille-là, qui à l'époque avait 28-29 ans, mère de famille, m'a dit tu m'as sauvé la vie. À chaque début d'année, à chaque 31 décembre, je reçois un texto me disant merci d'avoir fait une différence dans ma vie. Ça, là, tu prends un contexte et tu te dis voilà pourquoi je suis encore passionnée puis j'aime ma job. Pourquoi à 56 ans, je me dis, OK, on va y aller avec une deuxième société. On pense qu'on est capable de faire une différence dans la vie des gens, parce qu'on ne se le cachera pas, la société va de moins en moins bien. Donc, si on est capable de faire notre petit bout pour aider et de démystifier, de dire oui, on est capable d'être là, appelez-nous. On va tenter avec vous de regarder ce qu'on peut faire ou du moins de vous mettre en lien. Je vais continuer dans ce domaine-là. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas changé, mais il y a des choses qui ont changé parce que dans le temps, si on recule 30-40 ans en arrière, tu sais, les valeurs, on dirait qu'ils n'étaient pas les mêmes. Tu sais, les gens, là, juste sur une poignée de main, tu pouvais compter sur quelqu'un. Hein, si on regarde nos grands-parents, nos oncles, tout ça, des gens de 80 ans, là, ça signait pas des contrats à tour de bras pour... tu sais, ça donnait une poignée de main, puis elle disait « Oui, je vais être là. Oui, c'est beau, je vais faire telle affaire. Oui, tu peux compter sur moi. Oui, c'est conclu, on conclut ça pour 1000 $. Pour... » Ça, il y avait pas de contrat. On dirait qu'il y avait moins. Il y en avait des trahisons, il y en avait du monde croche, il y en avait des tromperies, tout ça. Mais il me semble que il y en avait moins. Là, on est dans un monde, justement, où les gens sont jetables, même au niveau de leur emploi, au niveau de leurs relations. Donc, on est constamment en train de se faire trahir, soit par un employeur, soit par un employé, soit par un conjoint, soit par un membre de notre famille. Tu sais, c'est pas tout le temps comme ça, mais dans la société, effectivement, dans un monde individualiste. Complètement.
Donc, en étant individualiste, on fait quoi? On se concentre sur notre nombril, puis les autres, c'est pas grave. Donc, on a bifurqué la loi, c'est pas grave. On a contrevenu à tel règlement, c'est pas grave. J'ai volé mon employé, c'est pas grave, il y a plein d'argent, c'est le propriétaire de la business, je suis capable d'y voler pour tant d'argent de stock. Donc, on dirait qu'on a moins de valeur ancrée ou on a moins pas de conviction, mais de scrupules. Tu sais, on est moins... Oui, il y a beaucoup de valeurs qui ont éclaté là, avec les dernières années. Là, on le voit. Puis, malheureusement, dû à ça... Les affaires vont bien aller chez vous. Oui, exactement. Je travaillais sur beaucoup de causes d'agression sexuelle là, dans les 2 dernières années. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans une cause d'agression sexuelle? D'aller chercher des preuves? Ça s'est passé, mettons, un soir ou ça s'est passé... On va beaucoup travailler au niveau... Ça dépend, là. J'ai eu quelques mandats où on a dû retrouver des agresseurs sexuels qui, en attente de procès. C'était poussé. Et il était disparu dans la brume. Ça m'est arrivé à quelques reprises d'être capable d'en retrouver. Là, le dernier, on l'avait retrouvé à Toronto. Et là, on voit de plus en plus de causes d'agression sexuelle où là, les victimes vont, après avoir passé au pénal, se dirigent maintenant vers le civil. Mais un exemple que je peux vous donner, puis je suis capable d'en parler tout simplement, que ça a été médiatisé. Alors, c'est connu, exemple, qui a fait jurisprudence à l'automne, Mme Guylaine Lebreu, qui, elle, est revenue après plusieurs années, finalement, est allée au civil avec ça, et d'ailleurs, elle a gagné, puis ça a été très médiatisé, là. Donc, dans un dossier comme ça, nous, on va beaucoup travailler au niveau du jugement, qu'est-ce qu'on peut aller chercher. Encore une fois, on va obtenir un jugement civil, mais on va vraiment aider la victime là-dedans à obtenir finalement gain de cause. Alors, on va travailler beaucoup... Pour pouvoir passer à autre chose à un moment donné aussi. Exactement. Donc, il y en a de plus en plus. Pourquoi? Parce que, les événements MeToo ont fait en sorte que maintenant, les femmes, Dieu merci, c'est extraordinaire, dénoncent de plus en plus leurs agresseurs. Mais ils savent plus où ils sont. Exactement. Alors, on va travailler beaucoup, on va donner un coup de main là-dedans. On est appelé éventuellement, on commence à être pris, comme je disais tantôt, un peu plus au sérieux au niveau du domaine criminel où on commence à penser maintenant à engager au privé pour venir donner un coup de main. Corroborer certaines choses. Oui, exactement. On envoie compléter l'enquête. Exactement. En fait. Puis, oui, ça va arriver de plus en plus maintenant aussi qu'il y a des gens qui vont engager des firmes d'investigation pour faire complètement le travail. Je vais vous donner un exemple. Il y a un vol, exemple, dans votre maison privée. On voit les propriétaires de la maison vont se diriger maintenant beaucoup plus vers une firme dite privée comme la nôtre, pour faire l'enquête de A à Z, que d'y aller du côté enquêteur criminel. Pourquoi? Pour obtenir plus d'informations. Pourquoi? Parce que quand on est en enquête criminelle, généralement, on vous tiendra pas aux faits et gestes de l'enquête de A à Z. Tandis qu'avec nous, on va vous donner un feedback à chaque fois. Mm-hmm. Oui, puis maintenant, avec les échanges, vous pouvez dire, oui, il est là, il vient de sortir, telle chose, il y a telle situation qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, voulez-vous qu'on reste là, on tourne dessus, il y en a un qui sort, on le suit dessus, etc. Donc, vous êtes en constant contact avec vos clients. Puis, les jeunes ou les moins jeunes qui aimeraient faire de l'investigation, ils doivent se diriger parce qu'on est en manque de main-d'œuvre partout. C'est quoi l'étape vers où ils doivent se diriger? Ils doivent prendre contact avec le Bureau de la sécurité privée. C'est très bien documenté sur Internet. Il y a différentes formations qui sont offertes, qui sont obligatoires. On se prépare d'ailleurs, je pense, à reprendre d'autres formations pour les jumeler à ce qu'il y avait déjà en place. Je vous dirais que malheureusement, dans le moment, les formations ne sont pas adéquates. Okay. Il y a des, ça reflète pas ce qui est sur le terrain. Je pense qu'il y a des professions dans la vie qui s'apprennent sur un banc d'école.
Il y en a d'autres qui s'apprennent vraiment directement en action. En milieu de travail. La profession de détective privé ou enquêteur privé fait partie de ceux-là. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce métier-là. Ah non, parce que ça prend des habiletés. Il faut absolument être patient, être 8-10 heures dans un auto, là. Puis là, tu peux pas dire, moi, je suis sur mon Facebook, là. Il faut que tu aies les yeux rivés sur ce que tu surveilles, là. Il faut être capable de gérer le stress. Ouais, capable de gérer, oui, il y a des grosses périodes d'adrénaline. Des capacités d'attention aussi. Extrêmement élevées, gros stress, capacité d'attention. Il faut être capable d'être action-réaction. Il faut être capable de prendre une décision sur le coup d'un événement. Des fois, c'est une affaire de quelques secondes. Faut avoir une très grande capacité d'analyse aussi. Gros contexte, faut être très sensoriel. Vraiment, vraiment, vraiment. D'être capable de saisir le moment quand il arrive. Bien évidemment, c'est des heures de fou. Donc, c'est pas du 9 à 5. Non, c'est 24 heures sur 24. Quelqu'un qui travaille à l'externe, un agent filature, il faut qu'il soit disponible 24 heures sur 24, faire de la 11 heures. Il n'y a pas de chiffre 37h30 par semaine, puis on prend une pause à 10 heures. Là. On a des gars, j'ai de mes gars, moi, qui ont fait du 16, 18, 20 heures, puis se mettre sur le bord du chemin dans le camion, faire un petit dodo de 2 heures. Puis repartir pour un autre 12 heures. On a des moments qu'on a des gros stretches de travail où ça va impliquer... Puis des fois, vous allez travailler aussi avec les policiers. Là, si, mettons, vous faites de la filature à quelque part, vous pouvez aviser votre présence là, au niveau des autorités. Ben, c'est souhaitable. Nous, chez Tremblay Investigation, Groupe Enigma, automatiquement, si j'ai une filature, oui, bien évidemment, on avise le poste de police de quartier. Parce que vous pourriez vous faire brûler par... C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Là, au début de pandémie, c'était épouvantable parce que là, on était dans le dénonçons nos voisins. Là. Ah oui! Ça a été... effectivement, on a vécu. On était dans un quartier résidentiel dans le coin de Saint-Eustache et après 1 heure... Tu avais le couvre-feu aussi? Puis il m'a dit, là, j'ai été stoulé par un monsieur, madame qui regardait dans leur vitrine de salon ce qui se passait. Là, on était vraiment dans le début de la pandémie où tout le monde était un peu... puis là, lui, il était à l'extérieur, puis ça... Ouais. Hey, il y a un auto qui est là! Oui, là, maintenant, systématiquement, on veut pas se faire brûler. Encore une fois... quand on est brûlé, on est obligé de reprendre le travail complètement différemment. Puis c'est pas plaisant, ni pour le client, ni pour nous. On a de plus en plus une bonne collaboration à ce niveau-là, au niveau de la police. Ah, parce qu'ils savent que vous allez, de plus en plus, vous allez continuer les enquêtes. Exact. Mais je vous remercie beaucoup, Madame Tremblay, de cette belle rencontre. On a eu tellement de belles informations. Et comme vous devez le savoir, à chaque fois, je remets un diplôme à mes invités. Wow! Ah oui. Alors, je suis un prof, moi, dans la vie. Fait que ça me prend toujours. Donc, je remets toujours un diplôme à mes invités. Vous aurez le vôtre certainement. Alors, certificat d'engagement décerné à Karine Tremblay pour sa détermination à persévérer dans un monde non conventionnel, pour l'intégrité et la confidentialité sans faille avec lesquelles elle doit assurer son travail, pour toutes ces enquêtes et filatures effectuées et qui ont permis que justice se fasse, pour son travail rigoureux à traquer les malhonnêtes, pour avoir foncé malgré les difficultés évidentes qui se présentaient à elle tout au long de sa carrière, pour l'exemple et le modèle dont elle fait preuve auprès de toutes les femmes qui voudraient aussi oser, rêver et accomplir, pour avoir accepté de venir partager avec nous les particularités de son métier, pour nous avoir permis de creuser le mystère de son travail, pour s'être laissé quelque peu investiguer. C'est bien trop, ça! J'en suis honorée. Oui, c'est beau! Merci beaucoup. C'est votre diplôme. Puis merci vraiment pour le travail que vous faites, pour que justice se fasse ou que certains aient des réponses ou des conclusions à des histoires ou à des situations qui parfois sont ambiguës.
pour eux. Alors, ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment pour l'invitation. Ça a été vraiment un bon moment à passer avec vous. Merci.